Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la colère du cardinal émérite Christian Toumi face à la recrudescence de la violence meurtrière sur le théâtre de la crise anglophone. Des villages entiers sont pillés, rasés par les flammes. Des enfants, femmes et adultes abandonnent leur culture, leur maison, fuyant la terreur des assaillants non identifiés. Face à ce drame humanitaire sans précédent dans les régions anglophones, l'option de la guerre n'est pas une solution selon le cardinal émérite Christian Toumi. Vous l'écouterez dans ce journal. Le chairman du SDF, Ni John Fundi, a déjoué les premiers pronostics sur son départ à la tête du SDF. Il a été plébiscité ce week-end pour rempiler au fauteuil présidentiel du SDF. En attendant le vote du Congrès prévu dans un mois, c'est l'investiture du candidat du SDF à la présidentielle qui cristallise toutes les attentions, analyses et décryptages à suivre au cœur de ce journal. Et dans l'escale internationale, George Weah, nouveau président du Libéria, réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont échoué? Ce pays qui a été traversé par de multiples crises depuis son indépendance. Nous vous raconterons l'histoire du Libéria et ses différents présidents dans cette édition du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des villages entiers se vident dans les zones reculées des centres urbains dans la région du sud-ouest. Des hommes, femmes et enfants abandonnent leur culture, leur maison, fuyant ces assaillants qui sèment la terreur dans ces localités. Des villages entiers sont rasés par les flammes, des villages qui sont également pillés malgré la riposte énergique des forces armées camerounaises. Les populations s'éloignent de leur localité d'origine, de leur résidence, pour trouver refuge dans des zones qui sont hors de portée du théâtre des affrontements entre les forces armées camerounaises et des assaillants non encore identifiés. Reportage Flavien Dongo. Le village Kwakwa, dans l'arrondissement de Mbongué, est sinistré. Des domiciles incendiés, les restes des habitations ravagées par des flammes démontrent à suffire que l'insécurité règne en grand maître dans cette partie du pays. Les occupants de cette localité se sont évanouis dans la nature. Le village est désormais vide. Cet homme, rescapé des atrocités perpétrées ici, pleure ses biens partis en fumée. Des corps inertes et transportés sont la conséquence des affrontements survenus entre les forces armées camerounaises et des hommes armés non identifiés qui sèment la terreur dans le département de la Mémé. Le maire de Mbongué est aux abois. Il s'insurge contre toutes ces violences. Je m'insurge fortement contre les actes de vandalisme des sécessionnistes. Le fait de brûler les écoles et distraire même les enseignants, et plus grave encore, détruire la population, je vous assure que ce n'est pas normal. D'autres victimes, notamment des blessés de ces exactions perpétrées par des sans-foi-ni-loi, ont été internés à l'hôpital de district de Kumba. Le préfet du département de la Mémé, dans la région du sud-ouest, calme le jeu et rassure les populations. Jusqu'à l'heure actuelle, ça signifie que le travail de fond est en train d'être fait. Mais comme la rumeur, on ne peut pas facilement l'arrêter, elle a le temps de traverser et nous avons le temps de repenser comment reprendre les choses en main. Et il y a effectivement des forces maintenant de l'ordre qui travaillent de jour comme de nuit pour assurer la sécurité et la stabilité dans le département dont j'ai la charge. Suite à ces exactions, les occupants de plusieurs villages du département de la Mémé ont déserté leur domicile. Au regard de ce drame humanitaire et de ces affres de la guerre contre des assaillants non identifiés dans la région du sud-ouest, le cardinal émérite Christian Toumi peine à cacher sa colère. Il conteste l'option
de stratégie militaire utilisée sur le théâtre de la crise anglophone. Il estime que la violence n'engendre que la violence. C'est dans le cadre de ce type d'opération et d'affrontement entre l'armée camerounaise et des assaillants qui sont considérés comme des séparatistes anglophones. Le cardinal émérite Christian Toumi était à Kumbo pour toucher du doigt la réalité de cette crise anglophone. Il interpelle le chef de l'État sur la nécessité de mettre en place un dialogue inclusif afin de mettre fin aux tensions observées dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous propose de l'écouter. So it is a reality, and I'm sure that if the President of the Republic knew what was happening, he would condemn it. C'est une réalité et je suis sûr que si le président de la République savait exactement ce qui se passe, il le condamnerait. Mais au contraire, il félicite l'armée pour le bon travail abattu pour ramener la paix. On ne ramène pas la paix par la violence. La violence n'entraîne que la violence. J'ai eu écho des civils tués et de nombreuses destructions qui doivent être fermement condamnées. De mon opinion, nous devons demander aux Camerounais de respecter la vie de l'être humain. First of all, the military option can never succeed. L'option militaire ne peut réussir. Quand vous avez affaire à des êtres raisonnables comme les humains, vous devez raisonner avec eux. D'où l'importance du dialogue. Écoutez les doléances des personnes en face, même si vous ne les partagez pas. Donc, je suis convaincu, comme tout le monde, à travers le globe, que la seule porte de sortie reste un dialogue sincère. Un dialogue dans lequel les avis des uns et des autres sont respectés. Without dialogue, I don't see how we come out from this situation at the present moment. Sans dialogue, je ne vois pas comment l'on pourrait sortir de la situation actuelle, surtout que j'ai eu vent de ce que le gouvernement ne souhaiterait pas dialoguer avec les Ambazoniens. Nous n'en serions pas là. Et de mon avis, il se fait tard. Si ce problème avait été autrement abordé à son entame, on n'en serait pas là. Au début, ils n'ont pas pris le problème au sérieux. Ils se sont par la suite résolus à envoyer des personnes pour les consultations sur le terrain. Ce n'est pas là le dialogue, même pas le début. Le dialogue, aujourd'hui, serait assimilable à la tripartite. Was not even the beginning of dialogue, I am convinced. You know, dialogue would be like the tripartite. Comment a pesé les tensions socio-politiques dans les régions anglophones? Vous le savez, le chef de l'État a misé sur la commission chargée de promouvoir le bilinguisme et le multiculturalisme. Celle-ci a été édifiée sur l'expérience suisse, là où cohabitent 4 langues officielles avec une décentralisation effective et opérationnelle. Par contre, la réalité camerounaise est aux antipodes du système de gouvernance qui a été mis en place en Suisse. C'est le constat qui a été fait lors de la première séance de travail entre ces 2 instances réunies à Yaoundé. Des précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. C'est sur les hauteurs de Yaoundé, à l'image de sa contrée suisse, au 7e étage de l'immeuble Émergence, siège de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, que la déléguée confédérale helvétique au plurilinguisme a commencé sa visite au Cameroun. Près de 2 heures à huis clos, avec Peter Mafani Moussonga et les siens, ont marqué le début du séjour de Nicoletta Mariolini à Yaoundé. C'était vraiment un échange d'expériences, on a pu identifier des points communs. L'unité dans la diversité, c'est un point commun qui nous rapproche. Et puis on a un cadre institutionnel différent qui nous amène à devoir gérer les questions du plurilinguisme de manière différente. Au-delà de l'exemple camerounais qui montre un régime politique différent de celui de la Suisse, la déléguée helvète au plurilinguisme expose le modèle de son pays, celui de la décentralisation à outrance dont on n'est forcément pas féru à Yaoundé.
La Suisse travaille énormément sur les responsabilités partagées à tous les niveaux institutionnels parce qu'on a une décentralisation des tâches et aussi une autonomie des trois institutions, des trois niveaux, la Confédération, les cantons et les communes, mais il y a encore la société civile et chaque individu qui a une responsabilité pour que les communautés aussi minoritaires se sentent reconnues et respectées. Il n'empêche, dans le détail, les deux parties ont d'abord échangé sur la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun, avant d'en venir à l'institution suisse chargée du plurilinguisme, puis ont évoqué le modèle suisse et particulièrement ce que le Cameroun peut en tirer, avant de conclure sur la coopération à venir entre les deux pays. Jusqu'à la fin de cette semaine, Nicoletta Mariolini, par les différents échanges prévus dans son programme avec les institutions camerounaises, pourra mesurer combien de Yaoundé à Genève, le bilinguisme et le plurilinguisme ne s'appréhendent pas de la même manière. Et toujours dans ce chapitre concernant la crise anglophone, il est bel et bien vivant le directeur de l'hôpital militaire de la 2e région interarmée, le colonel médecin Aben Bozo Émile, qui avait été donné pour mort durant le week-end. Il vient de démentir cette rumeur. Certes blessé par balle, il a repris le travail ce matin à Bonanjo, quartier administratif de Douala, là où se trouve l'hôpital militaire de la 2e région interarmée. Il a fait savoir qu'il a juste été blessé alors qu'il était en mission dans l'une des régions anglophones pour ramener des soldats blessés lors des affrontements contre des activistes radicaux. Leur convoi a été surpris par ces assaillants présumés partisans de la sécession. Il a été blessé, cependant, il a réussi à reprendre le travail. Il dit être en parfaite santé et annonce qu'il sera à nouveau sur le théâtre de la crise anglophone pour apporter des soins médicaux aux soldats camerounais qui sont engagés pour préserver l'intégrité du territoire. Une autre région camerounaise confrontée à un afflux des réfugiés, c'est la région du Soleil Levant, l'Est, qui s'enfonce dans une crise humanitaire sans précédent et pour cause, ils sont nombreux des Centrafricains qui frappent aux portes de la KDI, ce département frontalier à ce pays voisin. Malgré l'hospitalité des Camerounais, les services sociaux sont sous pression. La qualité obsolète des infrastructures inquiète également les populations confrontées à de nombreuses difficultés au quotidien, entre manque d'électricité, les routes qui sont dégradées également, les services sociaux qui peinent à apporter des solutions concrètes aux besoins vitaux des populations. C'est un constat que font Joël Niem et Julienne Berthebissaille dans ce reportage. Ce spectacle peu ordinaire meuble le quotidien des usagers de cette route. Nous sommes dans le département de la KDI, situé à l'est Cameroun. Cette localité, dotée de richesses, fait face à de nombreux problèmes. La première difficulté, c'est l'accès aux infrastructures de base. Vous savez que, comme le chef de l'État le dit, il prend l'émergence du Cameroun en 2035. Ça veut dire que nous, maires, nous devons mettre en place de telles initiatives pour le développement tout azimut des populations. La deuxième difficulté, c'est la sécurité. Nous n'avons pas beaucoup d'éléments de policiers, de gendarmes dans la ville de Batouri. Frontalier avec la République centrafricaine, le département de la KDI connaît une forte pression des réfugiés. Une situation qui met en mal les autochtones de cette localité. Alerté, le préfet du département de la KDI a effectué une descente sur les lieux. Nous avons reçu beaucoup de réfugiés dans l'est du pays en général, dans l'est de notre pays et particulièrement dans le département de la KDI, où nous avons visité les 3 sites aménagés des réfugiés, notamment à Timangolo dans l'arrondissement de Kété, à Mbile et à Lolo dans l'arrondissement de Kenzo. Conscient de la situation sécuritaire du pays, il recommande aux forces de défense plus de vigilance. Le message que nous avons véhiculé à ce niveau, c'est le message de vigilance de la part de nos concitoyens. Et dans notre hospitalité légendaire, il était question de ne pas baisser de vigilance pour la préservation de la paix
qui nous est cher dans ce pays. Je vous le disais en titre, Ni John Frondi a déjoué les premiers pronostics sur son départ à la tête du SDF. Il a été plébiscité pour conserver le fauteuil présidentiel du principal parti de l'opposition en attendant le vote du congrès du SDF prévu dans un mois. C'est l'investiture du candidat SDF à la présidentielle 2018 qui cristallise l'attention dans les chaumières de ce parti. Vous savez que John Frondi était le challenger de Paul Biya en 2011. Va-t-il ignorer ce désir ardent de renouvellement du leadership politique au sein du SDF? Esquisse de réponse avec Stella Mbou et Donald Brice-Kamgan. Il était très attendu à ces assises régionales du Social Democratic Front. Les préoccupés, Ni John Frondi assiste au vote des plus de 400 délégués venus des circonscriptions électorales du Nord-Ouest. À l'issue du dépouillement, le président du SDF est largement plébiscité pour conduire le parti pour 5 années supplémentaires. Mais s'il était réélu président du SDF lors de la prochaine rencontre du comité exécutif, il n'est pas automatiquement le candidat du parti à la présidentielle, se presse de nuancer le président régional du SDF pour le Nord-Ouest. Ni John Frondi est le président national du SDF et non le candidat du parti à l'élection présidentielle. Et il faut bien faire le distinguo. Les statuts du SDF sont très clairs là-dessus. Le candidat à la présidentielle sera connu au Congrès comme le prévoient les textes. À 77 ans, Ni John Frondi sait que sa candidature à la présidentielle n'a pas forcément la sympathie d'une opinion publique assoiffée de rajeunissement de la classe politique. L'effervescence qu'on a vue dans la presse cette semaine traduit cette volonté très forte dans l'opinion et une opinion qui est de plus en plus jeune de voir d'autres figures que celles que nous avons présentées avant. Et au sein du SDF, ce vent aussi se manifeste? Oui, ce vent se manifeste. En 2011, il y a des gens qui étaient prêts à se présenter si Frondi n'était pas candidat. Après le Nord-Ouest, les autres régions devraient élire leurs candidats à divers postes du comité exécutif. Le candidat du parti à la présidentielle ne sera connu qu'au terme du congrès des 22 au 24 février prochain. Vous n'avez pas oublié ces révélations troublantes sur les soupçons de conflit d'intérêts entre une femme, agent d'Elecam, et son époux, qui est un cadre politique RDPC, potentiel candidat aux élections dans une circonscription de Douala 5, là où son épouse est chargée des inscriptions sur les listes électorales. Malgré les pressions de l'opposition, des membres du conseil électoral minimisent cette controverse et estiment que l'agent en question n'a aucun pouvoir de favoriser le RDPC durant les prochaines élections. Des précisions avec Warren Zede et Donald Brice-Kamgan. C'est la parole des formations politiques de l'opposition contre celle d'Elections Cameroun. Dame Fegouan, née d'Oufan Solange, épouse du président de la section RDPC Vori 5, nommé agent Elecam à l'antenne communale de Douala 5e, n'est pas en position d'agir pour les intérêts de son époux ou du parti de ce dernier, soutient le conseil électoral. Qu'est-ce que cette épouse peut faire pendant les élections pour ou contre son mari? Sinon, sa voix. Il n'y a rien à moins qu'on nous prouve que, étant l'époux, le frère, le cousin d'un candidat, alors là, il faut voir partout, il y a des cousins, des frères, des sœurs, il faut les enlever. Non, il n'y a pas de raison. En face, l'opposition qui parle d'une candidature possible de l'époux de Dame Fegouan dans la circonscription électorale de Vori-Est doute de la neutralité et de l'impartialité de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Je ne comprends pas comment l'épouse d'un président de section RDPC, ancien candidat de ce parti aux élections législatives à Vori-Est et potentiellement candidat aux prochaines élections, est affectée dans une institution qui est en charge des inscriptions, qui est en charge de la distribution des cartes et qui va organiser les élections dans les semaines et les mois à venir. Donc, nous estimons que c'est une provocation.
Dans une correspondance adressée au régional de l'État pour le littoral, Carlos Ngualem avait demandé la mutation de Dame Fegwang, une position défendue par Elimbi Lobé. Écoutez, c'est un agent qu'on peut affecter ailleurs. C'est une décision administrative, il s'agit de l'administration interne de l'Elections Cameroun. Ce n'est pas quelqu'un qui est nommé à l'antenne communale de Douala 5 par un décret du président de la République. D'après l'article 5 du Code électoral, les membres d'Elections Cameroun ne doivent solliciter ou recevoir d'instructions ni d'ordre d'une autorité publique ou privée. Restons à Douala où un bras de fer oppose des transporteurs routiers aux autorités locales, sommet de déguerpir un camp de fortune situé non loin du stade Omnisport de Douala. Ces transporteurs routiers conditionnent leur départ à la mise en place d'un nouveau cadre et un nouveau parking pour leurs véhicules. La situation a failli dégénérer durant cette journée. Des précisions avec Donald Anouzoua. Les transporteurs par camion installés au lieu dit camp tchadien au quartier Bepanda Omnisport à Douala auraient été priés de débarrasser le plancher dans les délais les plus brefs. L'autorité de police qui mène l'opération de déguerpissement donne de la voix pour faire passer le message. Les autres ne peuvent pas s'imposer. C'est l'ordre et la loi qui s'imposent. Voilà. C'est terminé. Du côté des transporteurs, sous pression depuis quelque temps, l'on déclare bénéficier de l'encadrement du ministère des Transports, propriétaire du parc. C'est depuis vendredi dernier qu'il nous empêche de jouir de cet espace qui nous a été octroyé par le ministre des Transports. Et le titre foncier est clair. Le titre foncier jusqu'à la date d'aujourd'hui porte le ministère des Transports. Les transporteurs du camp tchadien qui ignorent jusqu'ici l'initiateur du projet de déguerpissement se disent tout de même prêts à partir s'il leur est aménagé un espace ailleurs. Si c'est la communauté urbaine de Douala, et c'est la même communauté urbaine de Douala qui a promis nous trouver un espace, et plusieurs espaces même d'ailleurs, afin que nous partons. Si c'est bien, il est bien souhaitable et très nécessaire qu'ils nous trouvent dans cet espace, afin de nous faire partie d'ici. Pour l'heure, l'accès au parc de Bepanda Omnisport reste interdit à tous les transporteurs par camion. Face au déversement des produits agroalimentaires impropres à la consommation dans les marchés camerounais, l'ANOR veut changer de stratégie pour davantage contrôler la conformité de ces produits agroalimentaires. L'Agence des normes et de la qualité propose de mettre des marqueurs en collaboration avec d'autres administrations publiques. Une telle stratégie peut-elle s'avérer payante et faciliter la possibilité aux consommateurs de distinguer des produits impropres à la consommation? Élément de réponse dans ce reportage de Marcelin Gransop. Des huiles végétales raffinées et du lait impropre à la consommation déversés sur le marché camerounais. C'est à faire perdre l'appétit, même aux plus affamés. C'est pourtant la triste réalité à laquelle les consommateurs sont exposés depuis quelque temps, sans que l'on ne comprenne comment ces tueurs silencieux ont pu entrer au Cameroun et envahir aussi facilement les rayons des marchés et supermarchés sans certificat de conformité de l'ANOR et en totale violation de la réglementation camerounaise. C'est justement la raison pour laquelle l'ANOR s'engage dans ce projet de marquage. Parce qu'avec un projet de marquage, dès lors que vous irez dans les supermarchés, par exemple pour les huiles végétales dont vous parliez, pour lesquelles nous avons d'ailleurs fait un communiqué de presse la semaine dernière, dès lors que vous irez dans un supermarché, vous saurez « Ah tiens, cette huile n'est pas marquée, je dois m'en méfier ». Avec ce projet de marquage, ça permet que la ménagère ou n'importe qui se rende dans un supermarché a la facilité de pouvoir savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce marquage de conformité a fait ses preuves ailleurs et peut permettre à notre pays de déjouer les stratagèmes développés par les opérateurs pour écouler leurs produits au détriment de la santé des consommateurs. On en est aujourd'hui au réexamen du projet de décret relatif au marquage de conformité des produits dont les normes sont d'application obligatoire. La première mouture, servie au Premier ministre, est de retour sur la table du comité interministériel pour quelques corrections avant son adoption finale. Les contributions des différents membres du CISEPKI ont été recueillies aujourd'hui. Les commissions vont travailler et nous avons une prochaine réunion jeudi prochain pour améliorer le décret, le rendre plus pertinent pour son application. Pour le moment, l'équipe du CISE est au travail
Nous voulons que ce soit fait le plus rapidement possible parce que la sécurité des consommateurs et des Camerounais n'attend pas. Dans les meilleurs délais, le projet sera mis en œuvre. Conformément à la loi du 6 mai 2011 portant protection du consommateur, il est attendu des pouvoirs publics qu'ils ouvrent davantage l'œil en mettant sur pied un système d'identification qui permettra aux consommateurs de distinguer le bon du mauvais. Le marquage de conformité devrait donc permettre d'assainir le marché en s'assurant que les produits importés respectent les normes camerounaises. C'est toute la mission dévolue au comité interministériel de suivi et évaluation de la mise en œuvre du programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées en République du Cameroun. Dans l'escale internationale, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre au Libéria avec cette prestation de serment de Georges Weah, légende vivante du football mondial. Il a pris les rênes de son pays devant une foule immense, des milliers de personnes et partisans venus vivre en direct ce moment historique de l'histoire de ce pays au grand stade de Monrovia. Et dans son tout premier discours d'investiture, le président de la République du Libéria, Georges Weah, a appelé à l'unité et s'est engagé pour améliorer le développement socio-économique et les conditions de vie de ces populations. Âgé de 51 ans, Georges Weah succède à Ellen Johnson Sirleaf qui avait achevé ses 2 mandats présidentiels à la tête de ce pays. Et parmi les invités de Georges Weah, Samuel Eto'o-Fils, qui est lui aussi une légende du football dans le monde, ancien capitaine des Lions indomptables. Et le Libéria qui a vécu au rythme des coups de force militaires, mais aussi des drames humanitaires. Georges Weah pourra-t-il réussir là où ses prédécesseurs ont échoué? L'histoire du Libéria contée dans ce reportage signé Gladys Sidi. L'histoire du Libéria, ce sont les acteurs, les facteurs ainsi que les conséquences. Une histoire à la fois douloureuse et contemporaine. Parmi les facteurs, il y a les 2 guerres civiles qui ont secoué le pays, de 1989 en 1996, puis de 1999 à 2003. De Arthur Backley à Daniel Edward, Charles Daniel King, William Tubman qui accorda le droit de vote aux autochtones, Samuel Doe ou encore Charles Taylor. Après le départ de ce dernier, une transition politique débute de par la tenue d'élections législatives et présidentielles. Les multiples présidents qui se sont succédés à la tête du pays ont essayé de le relever sans vraiment y parvenir. À son arrivée au pouvoir en 2005, la première femme chef d'État en Afrique, Ellen Johnson Sirleaf, travaille pour redresser l'économie du pays. Le prix Nobel de la paix en 2011 a réussi à redorer l'image de son pays à l'international, même si elle reste contestée par les siens. Après 12 ans au pouvoir, la frustration est importante face au manque de développement économique et à la corruption endémique. Le manque d'infrastructures, le chômage élevé, les systèmes de santé et d'éducation défaillants, les attentes des Libériens sont immenses. C'est dans ce contexte que Georges Weah prend la tête du pays. Le talentueux footballeur trouvera-t-il les ressources nécessaires pour faire briller le Libéria comme son ballon d'or? Âgé de 51 ans, l'homme représente l'espoir de milliers de Libériens. Un public reportage dans ce journal, une plateforme de diagnostic médical a été inaugurée à Douala avec un plateau technique de dernière technologie afin de faciliter à la fois la formation du personnel médical, mais aussi permettre aux Camerounais d'accéder à des soins de qualité. Reportage. Au cœur du 5e arrondissement de la capitale économique, un joyau architectural qui abrite la plateforme de diagnostic médical de Douala. Devant un public témoin, la structure a été inaugurée. Je déclare une nouvelle fois inaugurer la plateforme de diagnostic médical de Douala. Le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, et Jacques Famendongo de l'enseignement supérieur sont venus confirmer le partenariat public-privé
qui prend corps dans le domaine de la santé publique au Cameroun à travers la mise en place de cet institut spécialisé dans les analyses médicales de rang international. Ce bel ouvrage qui permet aujourd'hui que notre pays commence à être connu dans la sous-région pour être une destination sanitaire. Maintenant au Cameroun, on peut venir faire un bilan dans des conditions des dernières technologies et repartir satisfait. Si les valeurs philosophiques de cette entreprise école reposent sur l'humanisme, le professionnalisme et la qualité, il est à noter que la satisfaction des usagers et prescripteurs se présente comme une offre à large spectre dans le secteur des analyses médicales au Cameroun. Le diagnostic médical est une structure originale qui intègre en un seul lieu 4 unités opérationnelles, l'imagerie médicale qui va de la radio simple jusqu'à l'IRM en passant par les échographies et les scanners, un laboratoire de biologie médicale qui va vraiment de la biologie classique jusqu'à la biologie moléculaire, les explorations fonctionnelles qui permettent d'explorer le cœur et tous les autres organes. Et puis il y a un pôle de consultation. Le plateau technique de dernière génération, installé au lieu du Sable sur l'axe Aquanor-Bonamoussadi, vient corriger des manquements soulignés dans le processus de prise en charge des patients au Cameroun. Ce que nous avons de dernière génération est vraiment le dernier top de technologie. L'IRM qu'on a eu il y a 5 ans ne vaut pas celui-ci, parce que le numérique avance beaucoup. Aujourd'hui, nous on est capable de donner le résultat d'un examen d'IRM en 12 heures de temps. Hier, on vous demandait de revenir plusieurs fois. Aujourd'hui, on est capable de vous donner vos résultats via votre boîte internet. Hier, ce n'était pas ça. Mais maintenant, on vous remet vos résultats sur CD. Ce qui fait que le médecin peut le faire, peut le voir n'importe quand et comme il le veut. L'infrastructure a sans doute séduit l'ambassadeur du Sénégal au Cameroun et le ministre sénégalais de la Santé et de l'Action sociale présent à la cérémonie. Le promoteur de la plateforme de diagnostic médical de Douala a été honoré par le chef supérieur Bafou pour les bienfaits. Je voudrais témoigner aux yeux de tout le peuple qu'avant que M. Guilza ne fasse ça pour tout le Cameroun, il a commencé chez lui, déjà en s'acceptant être bonne élite Bafou, en témoignant à tous les yeux, à yeux du peuple Bafou qu'il faut être élite chez soi-même. Il faut d'abord commencer par être bien, ça veut dire s'accepter lui-même. La plateforme de diagnostic médical de Douala, désormais fonctionnelle, n'est pas que médicale. Elle a comme autre vocation la formation des ingénieurs médicaux. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Juste après cette édition du 20h, l'émission 100% foot présentée par Étienne Pascal Azégué. Bonne soirée sur cette même antenne. Ça signifie que le travail de fond est en train d'être fait. Mais comme la rumeur, on ne peut pas facilement l'arrêter. Elle a le temps de traverser et nous avons le temps de repenser comment reprendre les choses en main. Et il y a effectivement des forces maintenant de l'ordre qui travaillent de jour comme de nuit pour assurer la sécurité et la stabilité dans le département dont j'ai la charge. Suite à ces exactions, les occupants de plusieurs villages du département de la Mémé ont déserté leur domicile. Au regard de ce drame humanitaire et de ces affres de la guerre contre des assaillants non identifiés dans la région du sud-ouest, le cardinal émérite Christian Toumi peine à cacher sa colère. Il conteste l'option de stratégie militaire utilisée sur le théâtre de la crise anglophone. Il estime que la violence n'engendre que la violence. C'est dans le cadre de ce type d'opération et d'affrontement entre l'armée camerounaise et des assaillants qui sont considérés comme des séparatistes anglophones. Le cardinal émérite Christian Toumi était à Kumbo pour toucher du doigt la réalité de cette crise anglophone. Il interpelle le chef de l'État sur la nécessité de mettre en place un dialogue inclusif afin de mettre fin aux tensions observées dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous propose de l'écouter. So it is a reality. And I'm sure that if the President of the Republic knew what was happening, he would condemn it. C'est une réalité et je suis sûr que si le président de la République savait exactement ce qui se passe, il le condamnerait.
Mais au contraire, il félicite l'armée pour le bon travail abattu pour ramener la paix. On ne ramène pas la paix par la violence. La violence n'entraîne que la violence. J'ai eu écho des civils tués et de nombreuses destructions qui doivent être fermement condamnées. De mon opinion, nous devons demander aux Camerounais de respecter la vie de l'être humain. L'option militaire ne peut réussir. Quand vous avez affaire à des êtres raisonnables comme les humains, vous devez raisonner avec eux, d'où l'importance du dialogue. Écoutez les doléances des personnes en face, même si vous ne les partagez pas. Donc, je suis convaincu, comme tout le monde, à travers le globe, que la seule porte de sortie reste un dialogue sincère. Un dialogue dans lequel les avis des uns et des autres sont respectés. Without dialogue, I don't see how we come out from this situation at the present moment. Sans dialogue, je ne vois pas comment l'on pourrait sortir de la situation actuelle, surtout que j'ai eu vent de ce que le gouvernement ne souhaiterait pas dialoguer avec les Ambazoniens. Nous n'en serions pas là. Et de mon avis, il se fait tard. Si ce problème avait été autrement abordé à son entame, on n'en serait pas là. Au début, ils n'ont pas pris le problème au sérieux. Ils se sont par la suite résolus à envoyer des personnes pour les consultations sur le terrain. Ce n'est pas là le dialogue, même pas le début. Le dialogue, aujourd'hui, serait assimilable à la tripartite. Was not even the beginning of dialogue, I am convinced. You know, dialogue would be like the tripartite. Comment a pesé les tensions socio-politiques dans les régions anglophones? Vous le savez, le chef de l'État a misé sur la commission chargée de promouvoir le bilinguisme et le multiculturalisme. Celle-ci a été édifiée sur l'expérience suisse, là où cohabitent 4 langues officielles avec une décentralité, les routes qui sont dégradées également, les services sociaux qui peinent à apporter des solutions concrètes aux besoins vitaux des populations. C'est un constat que font Joël Niem et Julienne Berthe-Bissaille dans ce reportage. Ce spectacle peu ordinaire meuble le quotidien des usagers de cette route. Nous sommes dans le département de la KDI, situé à l'est Cameroun. Cette localité, dotée de richesses, fait face à de nombreux problèmes. La première difficulté, c'est l'accès aux infrastructures de base. Vous savez que, comme le chef de l'État le dit, il prend l'émergence du Cameroun en 2035. Ça veut dire que nous, maires, nous devons mettre en place de telles initiatives pour le développement tout azimut des populations. La deuxième difficulté, c'est la sécurité. Nous n'avons pas beaucoup d'éléments de policiers, de gendarmes dans la ville de Batouri. Frontalier avec la République centrafricaine, le département de la KDI connaît une forte pression des réfugiés. Une situation qui met en mal les autochtones de cette localité. Alerté, le préfet du département de la KDI a effectué une descente sur les lieux. Nous avons reçu beaucoup de réfugiés dans l'est du pays en général, dans l'est de notre pays et particulièrement dans le département de la KDI, où nous avons visité les 3 sites aménagés des réfugiés, notamment à Timangolo, dans l'arrondissement de Kété, à Mbile et à Lolo, dans l'arrondissement de Kenzo. Conscient de la situation sécuritaire du pays, il recommande aux forces de défense plus de vigilance. Le message que nous avons véhiculé à ce niveau, c'est le message de vigilance de la part de nos concitoyens. Et dans notre hospitalité légendaire, il était question de ne pas baisser de vigilance pour la préservation de la paix qui nous est chère dans ce pays. Je vous le disais en titre, Ni John Frundi a déjoué les premiers pronostics sur son départ à la tête du SDF. Il a été plébiscité pour conserver
le fauteuil présidentiel du principal parti de l'opposition en attendant le vote du congrès du SDF prévu dans un mois. C'est l'investiture du candidat SDF à la présidentielle 2018 qui cristallise l'attention dans les chaumières de ce parti. Vous savez que John Fundi était le challenger de Paul Biya en 2011. Va-t-il ignorer ce désir ardent de renouvellement du leadership politique au sein du SDF? Esquisse de réponse avec Stellambou et Donald Brice-Kamgan. Il était très attendu à ces assises régionales du Social Democratic Front. Les préoccupés, Ni John Fundi assiste au vote des plus de 400 délégués venus des circonscriptions électorales du Nord-Ouest. À l'issue du dépouillement, le président du SDF est largement plébiscité pour conduire le parti pour 5 années supplémentaires. Mais s'il était réélu président du SDF lors de la prochaine rencontre du comité exécutif, il n'est pas automatiquement le candidat du parti à la présidentielle, se presse de nuancer le président régional du SDF pour le Nord-Ouest. Fundi is the national chairman of the SDF. He's not the president. Ni John Fundi est le président national du SDF et non le candidat du parti à l'élection présidentielle. Et il faut bien faire le distinguo. Les statuts du SDF sont très clairs là-dessus. Le candidat à la présidentielle sera connu au Congrès comme le prévoient les textes. À 77 ans, Ni John Fundi sait que sa candidature à la présidentielle n'a pas forcément la sympathie d'une opinion publique assoiffée de rajeunissement de la classe politique. L'effervescence qu'on a vue dans la presse cette semaine traduit cette volonté très forte dans l'opinion, et une opinion qui est de plus en plus jeune de voir d'autres figures que celles que nous avons présentées avant. Et au sein du SDF, ce vent aussi se manifeste? Oui, ce vent se manifeste. En 2011, il y a des gens qui étaient prêts à se présenter si Fundi n'était pas candidat. Après le Nord-Ouest, les autres régions devraient élire leurs candidats à divers postes du comité exécutif. Le candidat du parti à la présidentielle ne sera connu qu'au terme du congrès des 22 au 24 février prochain. Vous n'avez pas oublié ces révélations troublantes sur les soupçons de conflit d'intérêts entre une femme, agent d'Elecam, et son époux, qui est un cadre politique RDPC, potentiel candidat aux élections dans une circonscription de Douala 5, là où son épouse est chargée des inscriptions sur les listes électorales. Malgré les pressions de l'opposition, des membres du conseil électoral minimisent cette controverse et estiment que l'agent en question n'a aucun pouvoir de favoriser le RDPC durant les prochaines élections. Des précisions avec Warren Zede et Donald Brice-Kamgan. C'est la parole des formations politiques de l'opposition contre celle d'Elections Cameroun. Dame Fegouan, née Ndoufan Solange, épouse du président de la section RDPC Vouri 5, nommé agent Elecam à l'antenne communale de Douala 5e, n'est pas en position d'agir pour les intérêts de son époux ou du parti de ce dernier, soutient le conseil électoral. Qu'est-ce que cette épouse peut faire pendant les élections pour ou contre son mari? Sinon, sa voix. Il n'y a rien à moins qu'on nous prouve que, étant le pour, le frère, le cousin d'un candidat, alors là, il faut voir partout, il y a des cousins, des frères, des sœurs, il faut les enlever. Non, il n'y a pas de raison. En face, l'opposition qui parle d'une candidature possible de l'époux de Dame Fegouan dans la circonscription électorale de Vouri-Est doute de la neutralité et de l'impartialité de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Je ne comprends pas comment l'épouse d'un président de section RDPC, ancien candidat de ce parti aux élections législatives à Vouri-Est et potentiellement candidat aux prochaines élections, est affectée dans une institution qui est en charge des inscriptions, qui est en charge de la distribution des cartes et qui va organiser les élections dans les semaines et les mois à venir. Donc, nous estimons que c'est une provocation. Dans une correspondance adressée au régional de l'Elecam pour le littoral, Carlos Ngualem avait demandé la mutation de Dame Fegouan, une position défendue par Elimbi Lobé. Écoutez, c'est un agent qu'on peut affecter ailleurs.
c'est une décision administrative. Il s'agit de l'administration interne des élections Cameroun. Ce n'est pas quelqu'un qui est nommé à l'antenne communale de Douala 5 par un décret du président de la République. D'après l'article 5 du Code électoral, les membres d'Elections Cameroun ne doivent solliciter ou recevoir d'instructions ni d'ordre d'une autorité publique ou privée. Restons à Douala, où un bras de fer oppose des transporteurs routiers aux autorités locales, sommés de déguerpir un camp de fortune situé non loin du stade Omnisport de Douala. Ces transporteurs routiers conditionnent leur départ à la mise en place d'un nouveau cadre et un nouveau parking pour leurs véhicules. La situation a failli dégénérer durant cette journée. Des précisions avec Donald Anouzoua. Les transporteurs par camion installés au lieu dit camp tchadien au quartier Bepanda Omnisport à Douala auraient été priés de débarrasser le plancher dans les délais les plus brefs. L'autorité de police qui mène l'opération de déguerpissement donne de la voix pour faire passer le message. Les autres ne peuvent pas s'imposer. C'est l'ordre et la loi qui s'imposent. Voilà. C'est terminé. Du côté des transporteurs, sous pression depuis quelque temps, l'on déclare bénéficier de l'encadrement du ministère des Transports pour piéter. Réalisation effective et opérationnelle. Par contre, la réalité camerounaise est aux antipodes du système de gouvernance qui a été mis en place en Suisse. C'est le constat qui a été fait lors de la première séance de travail entre ces deux instances réunies à Yaoundé. Des précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. C'est sur les hauteurs de Yaoundé, à l'image de sa contrée suisse, au 7e étage de l'immeuble Émergence, siège de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, que la déléguée confédérale helvétique au plurilinguisme a commencé sa visite au Cameroun. Près de 2 heures à huis clos, avec Peter Mafani Moussonga et les siens, ont marqué le début du séjour de Nicoletta Mariolini à Yaoundé. C'était vraiment un échange d'expériences. On a pu identifier des points communs. L'unité dans la diversité, c'est un point commun qui nous rapproche. Et puis, on a un cadre institutionnel différent qui nous amène à devoir gérer les questions du plurilinguisme de manière différente. Au-delà de l'exemple camerounais qui montre un régime politique différent de celui de la Suisse, la déléguée helvète au plurilinguisme expose le modèle de son pays, celui de la décentralisation à outrance dont on n'est forcément pas féru à Yaoundé. La Suisse travaille énormément sur les responsabilités partagées à tous les niveaux institutionnels parce qu'on a une décentralisation des tâches et aussi une autonomie des 3 institutions, des 3 niveaux, la Confédération, les cantons et les communes, mais il y a encore la société civile et chaque individu qui a une responsabilité pour que les communautés aussi minoritaires se sentent reconnues et respectées. Il n'empêche, dans le détail, les deux parties ont d'abord échangé sur la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun, avant d'en venir à l'institution suisse chargée du plurilinguisme, puis ont évoqué le modèle suisse et particulièrement ce que le Cameroun peut en tirer, avant de conclure sur la coopération à venir entre les deux pays. Jusqu'à la fin de cette semaine, Nicoletta Mariolini, par les différents échanges prévus dans son programme avec les institutions camerounaises, pourra mesurer combien de Yaoundé à Genève, le bilinguisme et le plurilinguisme ne s'appréhendent pas de la même manière. Et toujours dans ce chapitre concernant la crise anglophone, il est bel et bien vivant. Le directeur de l'hôpital militaire de la 2e région interarmée, le colonel médecin Aben Bozo Émile, qui avait été donné pour mort durant le week-end. Il vient de démentir cette rumeur. Certes blessé par balle, il a repris le travail ce matin à Benandjo, quartier administratif de Douala, là où se trouve l'hôpital militaire de la 2e région interarmée. Il a fait savoir qu'il a juste été blessé alors qu'il était en mission dans l'une des régions anglophones pour ramener des soldats blessés lors des affrontements contre des activistes radicaux. Leur convoi a été surpris par ces assaillants présumés partisans de la sécession. Il a été blessé, cependant, il a réussi
à reprendre le travail. Il dit être en parfaite santé et annonce qu'il sera à nouveau sur le théâtre de la crise anglophone pour apporter des soins médicaux aux soldats camerounais qui sont engagés pour préserver l'intégrité du territoire. Une autre région camerounaise confrontée à un afflux des réfugiés, c'est la région du Soleil Levant, l'Est, qui s'enfonce dans une crise humanitaire sans précédent et pour cause, ils sont nombreux des Centrafricains qui frappent aux portes de la KDI, ce département frontalier à ce pays voisin. Malgré l'hospitalité des Camerounais, les services sociaux sont sous pression. La qualité obsolète des infrastructures inquiète également les populations confrontées à de nombreuses difficultés au quotidien entre manque d'électricité. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la colère du cardinal émérite Christian Toumi face à la recrudescence de la violence meurtrière sur le théâtre de la crise anglophone. Des villages entiers sont pillés, rasés par les flammes. Des enfants, femmes et adultes abandonnent leur culture, leur maison, fuyant la terreur des assaillants non identifiés face à ce drame humanitaire sans précédent. Dans les régions anglophones, l'option de la guerre n'est pas une solution selon le cardinal émérite Christian Toumi. Vous l'écouterez dans ce journal. Le chairman du SDF, Ni John Fundi, a déjoué les premiers pronostics sur son départ à la tête du SDF. Il a été plébiscité ce week-end pour rempiler au fauteuil présidentiel du SDF. En attendant le vote du Congrès prévu dans un mois, c'est l'investiture du candidat du SDF à la présidentielle qui cristallise toutes les attentions, analyses et décryptages à suivre au cœur de ce journal. Et dans l'escale internationale, George Weah, nouveau président du Libéria, réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont échoué? Ce pays qui a été traversé par de multiples crises depuis son indépendance. Nous vous raconterons l'histoire du Libéria et ses différents présidents dans cette édition du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des villages entiers se vident dans les zones reculées des centres urbains dans la région du sud-ouest. Des hommes, femmes et enfants abandonnent leur culture, leur maison, fuyant ces assaillants qui sèment la terreur dans ces localités. Des villages entiers sont rasés par les flammes, des villages qui sont également pillés. Malgré la riposte énergique des forces armées camerounaises, les populations s'éloignent de leur localité d'origine, de leur résidence, pour trouver refuge dans des zones qui sont hors de portée du théâtre des affrontements entre les forces armées camerounaises et des assaillants non encore identifiés. Reportage Flavien Dongo. Le village Kwakwa, dans l'arrondissement de Mbongue, est sinistré. Des domiciles incendiés, les restes des habitations ravagées par des flammes démontrent à suffire que l'insécurité règne en grand maître dans cette partie du pays. Les occupants de cette localité se sont évanouis dans la nature. Le village est désormais vide. Cet homme, rescapé des atrocités perpétrées ici, pleure ses biens partis en fumée. Des corps inertes et transportés sont la conséquence des affrontements survenus entre les forces armées camerounaises et des hommes armés non identifiés qui sèment la terreur dans le département de la Mémé. Le maire de Mbongue est aux abois. Il s'insurge contre toutes ces violences. Je m'insurge fortement contre les actes de vandalisme des sécessionnistes. Le fait de brûler des écoles et distraire même les enseignants, et plus grave encore, détruire la population, je vous assure que ce n'est pas normal.
D'autres victimes, notamment des blessés de ces exactions perpétrées par des sans-foi ni loi, ont été internées à l'hôpital du district de Koumba. Le préfet du département de la Mémé, dans la région du sud-ouest, calme le jeu et rassure les populations.